Yasser Arafat tient à conduire personnellement ce véhicule. Son second, Abou Mazen, lui, se détend en faisant de l'exercice. Le soir, Bill Clinton raccompagne personnellement Yasser Arafat. Il est près de minuit. Le président palestinien remercie. Tout le monde a le sourire. Arafat suggère à son retour de raccompagner son hôte. Non, non, surtout pas. Merci, on va en rester là, répond Clinton. Plusieurs rencontres amicales israélo-palestiniennes ont été filmées. Sur un pont, le matin, Yitzhak Mordechai, le ministre israélien de la Défense, discute avec Abou Ala, le président palestinien, et Saeb Erekat, le principal négociateur. Un échange bref, mais utile. Voici Bneyahu Ben-Noun, le porte-parole du ministre israélien de la Défense, venu visiter la délégation palestinienne. Les Américains, qui voulaient couper totalement la conférence de la presse, ont perdu la bataille des téléphones cellulaires. Comme le montrent ces images, les fuites ont été très nombreuses. Au chapitre des réactions, Israéliens et Palestiniens ont accueilli avec une timide satisfaction l'accord de Wye River. Au plan politique, la droite israélienne se dit consternée. Sur place, les extrémistes des deux camps rejettent ce processus. Le chemin est encore bien long vers la paix. Jean-Marc Ilouz. Comme beaucoup de Palestiniens de Jérusalem-Est, la famille Harar a vécu la nuit dernière à l'heure de Washington. Mohyeddin Harar est employé, il a 2 garçons et une fille. Bien sûr, dit-il, le nouvel accord n'est pas tout ce dont nous rêvions, mais chaque pas doit nous rendre l'optimisme, au moins nous ne sommes plus à l'arrêt. Nous avons perdu 2 années sur l'accord d'Oslo à cause de la politique du gouvernement israélien. Et maintenant l'accord a été signé devant tout le monde. Et je crois l'Israélien cette fois, ou le gouvernement israélien cette fois, il va être obligé de respecter la signature et l'accord. Aryeh et Shoshi Mazel, eux aussi, ont veillé une bonne partie de la nuit. Ils habitent avec leurs 3 enfants un quartier populaire de Jérusalem et votent à droite pour le parti du Premier ministre Netanyahou. Le chemin sera difficile, disent-ils, mais aujourd'hui, nous sommes plus rassurés. C'était mal parti au départ. Netanyahou essaie de réparer les dégâts, il fait ce qu'il peut, il fait le mieux possible, et je lui fais confiance. Évidemment, la paix est un état d'esprit, alors il faut qu'il soit partagé par tout le monde. Bien sûr, il reste les extrémistes ici palestiniens, ceux qu'à Washington, Arafat s'est engagé à mater. Dès hier, la police palestinienne saisissait caméras et cassettes pendant une conférence du chef spirituel du mouvement Hamas, mais ce soir, les journalistes palestiniens sont en grève. Bien sûr, en Israël, il faudra compter avec la colère des extrémistes nationalistes ou religieux, farouchement opposés aux restitutions de territoires imposées par les accords de Washington. Même si selon les sondages, 80% des Israéliens souhaitaient cet accord, le Premier ministre Benjamin Netanyahou devra demain subir son premier test politique. Paradoxe, il pourra, une fois n'est pas coutume, compter sur le soutien de son opposition de gauche, et c'est de certains de ses propres amis à droite que viendra le danger de renversement de son gouvernement. Et nous rejoignons tout de suite en direct de Washington Charles Anderlin. Bonsoir. À l'évidence, l'accord signé hier à la Maison-Blanche n'est qu'une première étape fragile et les véritables négociations vont devoir s'ouvrir dans les semaines qui viennent. Tout à fait, mais nous avons d'abord cette période à très haut risque qui se couvrira 3-4 mois pendant l'application sur le terrain de l'accord intérimaire à laquelle nous venons d'assister. Et nous allons vers une période durant laquelle les extrémistes des deux camps vont tout faire. Imaginez ce que pourrait susciter un attentat anti-israélien ou une attaque anti-israélienne dans les jours qui viennent. Et les négociations sur le statut définitif de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est doivent commencer également durant ces semaines. Nous savons que le ministre Ariel Sharon, qui va les mener pour les Israéliens, est totalement opposé à l'idée d'un État palestinien qui est l'objectif ultime de M. Arafat. Alors aux États-Unis, les États-Unis sont à 10 jours des élections. Je dirais qu'évidemment c'est un succès diplomatique pour Bill Clinton qui redonne quelques couleurs au président. Le président américain, Bill Clinton, a réussi effectivement à montrer qu'il peut oublier tous les scandales, l'affaire Levinsky, l'affaire Paula Jones, et se plonger pendant près de 10 jours, 70 heures, entièrement dans la résolution d'un conflit et réussir à obtenir un tel succès diplomatique. Cela dit, il faut aussi que cet accord tienne, il faut que dans les jours, les semaines qui viennent, il n'y ait pas une nouvelle catastrophe au Proche-Orient, et à ce moment-là, effectivement, il aura réalisé une véritable victoire diplomatique, mais aussi personnelle.
Merci Charles Anderlin. Jacques Chirac, pour sa part, a félicité aujourd'hui Bill Clinton. Hommage appuyé à votre engagement personnel, écrit le président français dans une lettre adressée au président américain. Jacques Chirac a souligné la détermination à faire prévaloir l'espoir sur la résignation. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, est arrivé ce matin à Vienne, en Autriche. Il a réaffirmé son droit à proclamer un État palestinien indépendant en mai 1999. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse. Puis Yasser Arafat s'est rendu au sommet des 15 à Port-Saar, où se déroule cette fin de semaine un sommet informel de l'Union européenne. L'occasion pour le chef de l'autorité palestinienne de faire appel à l'aide européenne pour faire avancer, dit-il, le processus de paix. Invité d'honneur à ce sommet, le futur chancelier allemand Gerhard Schröder, qui prendra donc ses fonctions mardi prochain. Et puis Yasser Arafat arrivera tout à l'heure au Caire et devrait rencontrer, dit-on, demain le président égyptien Hosni Moubarak. Demain au Pays Basque espagnol, dans un climat apaisé après la trêve de l'ETA, élection au Parlement régional, l'occasion de mesurer le poids des thèses nationalistes. Dorothée Oliéric et Éric Delagneau. Tous les jours, Albertine vient se recueillir devant la tombe de Miguel Ángel Blanco. L'assassinat par l'ETA du jeune conservateur du Parti populaire l'a bouleversé comme des millions d'Espagnols. C'est pour sa mémoire et pour la paix qu'Albertine ira voter dimanche. Sa mort aura servi à quelque chose. Après toutes les manifestations, on peut dire que le cessez-le-feu de l'ETA, c'est un peu grâce à lui, et j'espère qu'il y aura la paix. Parce qu'il y a cet espoir de paix, pour le Parti socialiste et pour le Parti conservateur, l'objectif est plus que jamais de contrer les thèses indépendantistes. Le Parti nationaliste basque est donné gagnant, mais l'esprit a changé. Les jeunes de notre génération, nous avons toujours connu la lutte et dû défendre notre liberté. J'ai eu peur, mais maintenant je n'ai plus peur, plus jamais. Et de l'espoir, vous en avez? Oui, énormément d'espoir. Et en plus, on va gagner. Vous pensez qu'il faut négocier avec l'ETA? Oui, il faut négocier avec tous les partis. Tous pour avoir la paix. En attendant le dialogue et depuis le début de la campagne électorale, les nationalistes basques ont relancé leur éternel combat contre la constitution espagnole. Pour eux, ces élections sont une sorte de référendum sur leur thèse indépendantiste, l'occasion aussi de demander une nouvelle fois la libération des prisonniers de l'ETA. Aznar a une chance historique de consolider cette paix. C'est en reconnaissant notre droit à l'autodétermination et notre territoire basque. Pour la première fois en 30 ans de lutte armée de l'ETA, plusieurs partis politiques espagnols envisagent de négocier directement avec les séparatistes basques. Ce sera sans doute le prochain défi à relever après les élections pour consolider un cessez-le-feu encore très fragile au Pays basque. La Grande-Bretagne aurait refusé cet après-midi les demandes chiliennes. Contrairement aux rumeurs de ces derniers jours, le général Pinochet ne serait pas libéré, c'est à confirmer. À Londres aujourd'hui, une nouvelle manifestation de réfugiés chiliens, parmi eux une soixantaine d'exilés habitant en France et qui avaient fait le chemin depuis la région du Poitou-Charentes. Christophe de Valembras, Étienne Lénart, Philippe Ritten. Sous les fenêtres d'Augusto Pinochet, la mobilisation chilienne prend de l'ampleur. L'ancien dictateur est maintenu aux arrêts dans une chambre de cet hôpital depuis une semaine. Jusqu'à présent, une vingtaine de manifestants chiliens de Grande-Bretagne se relayaient dans la rue pour réclamer sa comparution devant la justice. Aujourd'hui, quelques 300 exilés chiliens sont venus de plusieurs pays d'Europe pour leur prêter main forte. Et nous ici on fait la fête parce qu'il se trouve là-haut, il ne peut pas descendre. Et voilà, en fait il est dans le piège. Et cette fête a débuté en France. Juan fait partie d'une délégation d'une cinquantaine de manifestants du Poitou-Charentes. Nous sommes dans un petit pavillon de Niort hier soir, en fin d'après-midi. La famille Valdès s'affaire aux derniers préparatifs. Les guitares donnent le rythme, car ce voyage à Londres, en effet, c'est avant tout la fête. L'espoir que Pinochet puisse enfin être jugé, alors il faut y aller. Tous les amis ou les humanistes vont commencer à avoir ce réflexe d'être présent. On ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça. Ce moment historique sans en être témoin privilégié. Cette femme fait également partie du voyage. Il y a 15 ans, elle a perdu son mari, torturé et assassiné par la junte militaire de Pinochet. Nous devons aller à Londres. Nous devons dire que nous sommes là, nous sommes des victimes, nous sommes des survivants de la dictature. Nous avons avec nous nos morts, nos disparus et nos vies brisées. Et s'ils ont passé la nuit dans le car, c'est bien pour témoigner. Ni oubli, ni pardon, mais pas non plus de vengeance, la justice. Pour nous, c'est important qu'il soit jugé. C'est extrêmement important et c'est
c'est nécessaire pour le monde entier, ce n'est pas seulement que pour nous, les Chiliens. La comparution d'Augusto Pinochet devant la justice est encore loin d'être acquise. Mais si ce jour arrive, ils seront tous là. En France, à l'initiative du Parti socialiste, Claude Allègre rencontrait cet après-midi enseignants et parents d'élèves lors du colloque intitulé « L'école de l'égalité ». L'occasion pour le ministre de l'Éducation de défendre sa politique qu'il juge parfois mal comprise. Au même moment, les lycéens réunis à Paris appellent à manifester le 5 novembre prochain. Alban Mikosi, Jacques Gérard et Alain Locaccio. C'était en quelque sorte l'oral de rattrapage pour Claude Allègre, invité par le Parti socialiste à expliquer sa politique devant un parterre d'enseignants. Chers amis, chers collègues, chers camarades. Des enseignants souvent proches du Parti socialiste, certes, mais pas forcément conquis par sa méthode. Ceux qui attendaient du Claude Allègre pur sucre n'ont pas été déçus. 1h15 de leçons de choses sur le thème « Avant de réclamer plus de moyens, revoyez donc vos pratiques trop corporatistes ». Lorsque les professeurs de classe préparatoire font grève, c'est l'équivalent des pilotes d'Air France. Une idée conjuguée à tous les temps. L'élève doit être placé au centre du système, pas l'enseignant. Voilà qui, on pouvait s'y attendre, a suscité quelques réactions passionnées dans les couloirs. C'est pas à partir de coups de gueule, c'est pas à partir d'approximations, voire parfois de fausses vérités et de mensonges, qu'on mène un débat sur l'école, alors qu'il s'agit de questions de société qui touchent en profondeur la vie de tout le monde dans ce pays. Il faut changer de ministre. C'est pas à moi de dire ça, tout ce que je peux vous dire c'est que M. Claude Allègre déteste les enseignants et que les enseignants le lui rendent bien. On s'était mobilisé il y a déjà Si Claude Allègre joue clairement aux lycéens le grand air du « je vous ai compris », ceux-ci se disent plutôt déçus. Réunis cet après-midi à Paris à l'initiative de la Fidèle, ils appellent à une nouvelle mobilisation le 5 novembre, soit au retour des vacances de la Toussaint. Je pense que c'est pas en effet... Et puis ce sondage IFOP, journal du dimanche, la cote de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin sont en baisse. 56% des personnes interrogées se disent satisfaites du président de la République contre 62% en septembre. 54% sont favorables à l'action de Lionel Jospin contre 61% en septembre. Pour la première fois depuis son élection en mars dernier à la présidence de la région Rhône-Alpes, Charles Millon a été mis en minorité en séance plénière. Les élus du Front National ont cherché ainsi à rappeler leur rôle d'arbitre. Benoît Gadret, Philippe Fivet. Je continuerai sans faiblir à appliquer mon programme, tout mon programme, rien que mon programme. L'opiniâtreté, l'entêtement, disent ses opposants, fait partie du personnage. Charles Millon s'accroche à sa présidence en dépit de l'échec qu'il vient de subir. À plusieurs reprises, il a été mis en minorité, en particulier sur le dossier de la politique de la ville. Le Front National voulait inscrire une ligne budgétaire sur la sécurité. Charles Millon s'y est opposé. La sanction a été immédiate. Ça prouve bien que le Front National de la région Rhône-Alpes a son mot à dire et il influe la politique. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que sans le Front National, M. Millon n'a pas de majorité? Sans le Front National, la région ne marche pas, et avec le Front National, la région, ça marche. Ça veut dire ça. Le Front National est en position d'arbitre, car la droite classique UDF-RPR a pris clairement ses distances vis-à-vis de Charles Millon. La gauche, PS Vert, par principe, s'oppose systématiquement, quitte à voter contre, des projets qu'elle a toujours soutenus. Certains préfèrent prendre une position de politique nationale plutôt que une prise de position par rapport au dossier des Rhône-Alpins. S'il avait, je crois, le sens de l'intérêt de la région, il devrait aujourd'hui démissionner parce qu'il va paralyser l'action de toute cette région. La fragilité politique de Charles Millon n'est pas sans conséquences. L'université de Lyon 2, le théâtre de la Croix-Rousse se voit privé de subventions, tout comme une soixantaine de projets d'aide aux habitants de quartiers en difficulté. Et Charles Millon qui a tout à l'heure suggéré que le gouvernement dissolve les conseils régionaux pour débloquer la situation et permettre des élections avec un nouveau mode de scrutin. Bernadette Chirac, dans un entretien au Figaro Magazine évoquant le pacte civil de solidarité, considère qu'il n'est pas nécessaire de faire une loi et met en garde contre le risque de banalisation du couple homosexuel.
Un peu plus d'un an après le décès de la princesse Diana, le rapport définitif des experts de la gendarmerie. Il s'agit bien d'un accident de la route. L'état d'ébriété du chauffeur et l'accrochage avec une Fiat Uno blanche sont les causes principales de l'accident. La Mercedes aurait heurté le pilier du tunnel à une vitesse de 100 km/h environ et non pas de 180 km/h comme l'avaient laissé entendre les premières estimations. À Bordeaux, la vente au plus offrant d'un des grands crus de la région. Le Cheval Blanc, l'un des vins les plus prestigieux, change de main. Ses propriétaires, depuis 150 ans, ont dû se résoudre à le vendre pour s'acquitter des droits de succession. Éric Perrin, David Bazier. Le tout Bordeaux viticole ne parle que de cela. La famille Four-Colossac, propriétaire depuis 150 ans de Château Cheval Blanc, vient de vendre sa propriété au financier belge Albert Frère. Les 42 descendants actionnaires n'ont pu résister aux surenchères. 860 millions de francs, cela fait plus de 23 millions de francs l'hectare, 4500 francs le pied de vigne. Un prix déconnecté de la réalité économique de l'entreprise. On est dans un monde où on va payer 3 fois le prix de l'œuvre d'art parce qu'on a envie de s'offrir cette œuvre d'art. On a envie de s'offrir ce tableau, on a envie de s'offrir cette très belle armoire ou cette très belle commode. Ou ce vignoble. Ou ce vignoble. Certes, seuls les plus grands crus classés attirent les convoitises. Exemple, Château Cos d'Estournel, jusqu'ici propriété de la famille Prats. Une famille qui a préféré vendre avant même que se pose le problème des droits de succession. Jean-Guillaume le fils continuera à travailler ici en tant que salarié. On paie des droits de succession sur une valeur de vignoble excessivement élevée qui n'a pas grand-chose à voir avec la rentabilité que ce vignoble procure. Donc on est obligé de sortir des sommes très importantes. Certains proposent ainsi de s'inspirer du système anglais pour éviter l'équation vendre pour hériter. En Angleterre, il y a des trusts. Tant que les individus conservent leur patrimoine dans le trust, c'est le cas des affaires de famille au fond, ils ne sont pas imposés en droit de succession ou tellement de manière minime que ça ne pose aucun problème. Par contre, si on vient à vendre le trust, à ce moment-là, on rentre de la trésorerie, du liquide, et on peut payer. Et là, on est taxé très fortement. La vente à des grands groupes ne signifie aucunement que la qualité des vins produits va baisser. Mais les propriétés familiales avancent à juste titre qu'elles sont garantes d'un certain esprit, même si, impôt sur la fortune ou droit de succession, on en viendrait facilement à leur envier leurs problèmes. Médecine, avec cette campagne nationale d'information pour inciter les Français au don de sperme et d'ovocytes, une façon de répondre à la demande de plus en plus nombreuse de ces couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Une situation souvent tragique pour ces femmes stériles qui attendent pour procréer le don d'ovocytes. Léo Lamberton, Françoise Mazot. Il y a quelques mois, Christelle Martinez a appris la terrible nouvelle. Un traitement de chimiothérapie l'a rendue stérile. Aussi, pour avoir un enfant, elle n'a que 2 solutions, adopter ou recevoir les ovules d'une autre femme. J'ai préféré porter l'enfant, puis bon, il y a quand même le spermatozoïde de mon mari, donc ça serait une partie quand même les gènes de mon mari. Puis après, bon, moi je vais porter, donc ça sera mon enfant. Voilà. Mais Christelle Martinez n'est qu'au début d'une longue attente, car en France, le don d'ovules, aussi appelé ovocyte, est rare. On manque totalement de donneuses, on manque de donneuses parce que l'information n'est pas faite et les listes d'attente sont longues. Et les patientes en demande d'ovocytes peuvent attendre de 1 à 3 ou 4 ans. À l'hôpital de Montpellier, le manque de femmes donneuses devient préoccupant. Non seulement parce qu'il y a de plus en plus de couples qui attendent, mais aussi parce que le taux de réussite d'une fécondation in vitro à partir d'ovocytes est plus faible qu'avec le don de spermatozoïdes. Dans le cadre du don d'ovocytes, sur 100 patientes à qui on va faire un transfert d'embryon, moins de 10 vont faire une grossesse. D'où la nécessité d'avoir plusieurs donneuses, bien sûr, pour un couple receveur. Sophie Parabis a décidé de donner des ovocytes. Comme beaucoup de femmes donneuses, cette jeune mère de famille a été sensibilisée au problème parce qu'elle a dans son entourage un couple qui attend. Elle sait que son don sera anonyme et gratuit. On réfléchit quand même un petit peu et puis on se jette. Moi, je me suis jetée. C'était... Moi, j'ai pu avoir des enfants, donc pourquoi pas donner sa chance à quelqu'un de pouvoir aussi avoir la joie d'avoir des enfants. En 10 ans, plus de 500 couples stériles sont venus à l'hôpital de Montpellier. Mais seulement 15 d'entre eux ont eu le bonheur de mettre au monde un enfant.
Jusqu'à lundi se tient le salon des professionnels de l'optique, un marché considérable puisqu'un Français sur deux aujourd'hui porte des lunettes, 19 millions de paires vendues chaque année. Les créateurs depuis quelque temps rivalisent d'imagination. Voici les nouvelles tendances. Marie-Pierre Samitier, Claude Barnier. Celles-ci sont des prototypes imaginés par de jeunes créateurs pour de belles créatures. Ici, les lunettes gonflables, là, les lunettes high-tech, verre extra plat qui font bracelet. Il n'y a pas véritablement de frontières au niveau de la création. À partir du moment où on a du matériel assez intéressant au niveau des verres, on peut véritablement faire déborder notre imaginaire. Au ski, pour évacuer la buée, un ventilateur électrique à hélice. En voyage, les lunettes anti-mal de mer pour résister à toutes les secousses, prix 500 francs. L'inventeur compte en vendre 40 000. Parce que quand vous êtes en voiture, par exemple, ce que vous voyez, ce sont des arbres défilés et vous ne voyez plus l'horizon. Et c'est une information indispensable pour ne pas être malade, en fait. Un horizon artificiel qui n'entre plus en conflit avec l'oreille interne. Adieu les nausées. Les lunettes à mémoire de forme, 1300 francs, cher, mais elles durent longtemps. Et les verres sélectifs, ici on verra bien le jaune pour les joueurs de tennis. Ce produit, c'est une lunette très polyvalente. Sa polyvalence vient du fait qu'on peut changer ses verres. Comme vous voyez sur ce modèle, ici j'enlève un verre et je peux équiper la même lunette avec un verre bleu, un verre gris fumé, un verre orange. Confusion des verres et des formes. Les professionnels cette année ont multiplié les produits. Le consommateur peut trouver un produit très personnel, très personnalisé et que l'on rencontre rarement dans un groupe de personnes, que ce soit dans le métro, dans le bus, dans une manifestation. Pour encore mieux se démarquer, les lunettes décorées sur les côtés avec photos sous verre, 290 francs. Et très star pour les plus raffinés, les branches avec réservoir à parfum intégré, 600 francs pour ne plus passer inaperçu. Charles Aznavour en haut de l'affiche à Broadway. L'artiste français se produit pour un mois dans le temple du music-hall américain. Un pari déjà gagné puisque de l'autre côté de l'Atlantique, on connaît, on aime et on apprécie le talent d'Aznavour. Dominique Derda. En haut de l'affiche, il l'est depuis longtemps et quand à 74 ans, Charles Aznavour revient à Broadway, c'est un public toujours aussi fidèle qui se presse aux portes du Marquis Theatre. J'aime tout chez lui. Ses chansons, sa façon de les chanter, son répertoire, il est merveilleux. Je le connais depuis des années, j'ai tous ses disques, il est formidable. Chez mes parents, on écoutait Charles Aznavour depuis toujours. J'ai grandi avec ses chansons, alors il a une grande place dans mon cœur. La première fois qu'il s'est produit aux États-Unis, c'était en 63 pour un seul et unique concert. Cette fois, il restera tout un mois à New York. La presse américaine dit de Charles Aznavour que depuis la disparition de Sinatra, il est le dernier des chanteurs, un monument que l'on verrait bien érigé ici pour l'éternité. Pourquoi ne pas venir vous installer ici pour de bon à New York? Non, moi je suis européen, vous savez, les Américains ne peuvent pas vivre en Europe et nous, on n'est pas fait pour vivre ici, c'est pareil. Succès d'audience garanti, on aime son délicieux accent français autant que ses chansons. Je crois qu'il représente une honnêteté, une émotion rare chez bon nombre d'artistes. Il est sincère. Tenez, pour vous donner un exemple, avant de venir sur ce plateau, il a même refusé le moindre maquillage. C'est vous dire s'il est honnête. Il est le plus extraordinaire poète, séducteur, chanteur. Il est la voix du peuple. Et on sait tous ce qu'il exprime, on est tous passés par là. Ses chansons parlent de nous. Et pourquoi les autres chanteurs français, on les voit si peu ici?
faut avoir le courage de venir. C'est une question de courage, je crois. C'est tout d'un coup, il faut tout recommencer. Il faut épeler son nom dans les hôtels, dans les restaurants, au téléphone. Il faut redébuter, quoi. Et alors c'est difficile pour quelqu'un qui arrive sur scène et qui est accueilli à bras ouverts, de tout d'un coup arriver et être pas reconnu du tout, et tout recommencer à zéro, chanson après chanson. Ben ça prend des années. Il faut avoir le courage de le faire, quoi. Charles Aznavour n'a plus besoin d'épeler son nom, et si l'on s'arrache ses autographes qu'il signe par dizaines à la sortie de chacune de ses représentations, c'est parce qu'après Piaf, Chevalier ou Montand, il est sans doute le seul chanteur français vivant que la plupart des Américains connaissent. À partir d'aujourd'hui, l'extraordinaire collection de tableaux et d'objets signés Picasso ayant appartenu à Dora Maar sont exposés au public avant d'être vendus aux enchères mardi prochain. Un événement, celle qui fut la maîtresse et la muse de Picasso, lui a inspiré quelques-unes de ses plus belles toiles. Geneviève Moll, Pascal Pueyo. Ils se rencontrent de Magot à Paris en janvier 1936. Teodora Markovitch, dite Dora Maar, est accompagnée de Paul Éluard. Photographe, elle est l'une des muses du surréalisme. Picasso a 53 ans, elle en a 29. Il met plus de 6 mois à la conquérir. Leur histoire d'amour durera 9 ans. Elle était extrêmement intelligente, vraiment intellectuelle. C'était quelqu'un pour qui les idées avaient leur vie et leur importance. Et que pour Picasso, c'était très intéressant de pouvoir s'entretenir avec elle sur des thèmes esthétiques qui ne pouvaient pas aborder avec beaucoup d'autres personnes. Durant ces 9 années, il l'a dessinée et peinte indéfiniment, dans des manières différentes qui contredisent ce que l'on a dit de Picasso. Une femme, un style. En 1936, il est obsédé par la guerre d'Espagne. Dora deviendra la femme qui pleure de Guernica. Le Minotaure amoureux voit sa force de création décuplée par cet amour. Il crée surtout sur n'importe quoi pour elle. Il lui fait même des bijoux dans les matériaux les plus humbles. Un après-midi de l'hiver 1943, alors qu'il vient d'illustrer un buffon, il agrémente l'exemplaire qu'il lui destine de 45 dessins et la vie. En 1945, ils se séparent. Jalousement, elle garde tout de lui. Ce qui est extraordinaire, c'est de trouver le tout. C'est un foisonnement d'objets, de charme et très personnel. Et ce qui est formidable, c'est que Dora Maar les a gardés jusqu'à la fin de sa vie, sans jamais rien vendre. Les Picasso de Dora Maar s'éparpilleront la semaine prochaine à Paris, parce que Teodora Markovitch a quitté ce monde, discrètement, l'année dernière. Comme chaque année à la même période, nous passerons cette nuit à l'heure d'hiver. À 3 h du matin, il sera donc 2 h. Il vous faudra retarder vos réveils d'1 heure. Une grasse matinée un peu plus longue que d'habitude. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le processus de paix au Proche-Orient à nouveau sur les rails. Après la signature de l'accord entre Israéliens et Palestiniens. Succès diplomatique pour Bill Clinton, mais le chemin est encore long vers la paix. Demain, au Pays Basque espagnol, élection du Parlement régional, un test pour mesurer le poids des nationalistes après la trêve illimitée de l'ETA. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko. À 20 h 50, un spécial Sylvie Vartan. Dernier journal vers 1 h du matin, Christophe Tortora. Demain à 7 h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Annie Girardot. Midi polémique, Michel Cotta aura pour invité Martine Aubry. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13 h et à 20 h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.